plus vous avez des gens qui sont épanouis, plus vous avez des gens fidèles, et mieux l'entreprise progressera. Elle progressera plus vite. On sait très bien en tant que manager que le turnover a un coût. Bonjour à tous, nouvelle saison, nouveau décor, nouvelle énergie. Pensez en collaboration avec le studio Chamberlain, mais toujours avec la même ambition, donner de l'élan à votre management. Dans Momentum, on prend le temps de comprendre ce qui forge un leader, ce qui l'inspire et le rend inspirant autour de lui, ce qui parfois aussi le bouscule. Il se façonne entre alignement personnel et exigence collective. Pour cet épisode de rentrée, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la première femme invitée dans cette émission. Une première, mais certainement pas la dernière, car l'ambition de Momentum, c'est aussi de refléter la diversité de celles et ceux qui incarnent le leadership d'aujourd'hui. Diriger sans appartenir à la famille fondatrice, structurer sans casser l'ADN, Céline Tobelem a relevé ce défi. Elle vient du monde du tourisme, des directions financières et des ressources humaines. Elle a travaillé dans des groupes à capitaux familiaux ou financiers, toujours en lien étroit avec leurs fondateurs. Aujourd'hui, elle est directrice générale du groupe Rani, une entreprise familiale centenaire spécialisée dans l'éclairage public et devenue récemment société à mission. Ce qui rend son parcours si inspirant, c'est qu'elle n'est ni de la famille ni de l'histoire. Et pourtant, elle en est devenue la stratège, la gardienne et la relayeuse d'un avenir. Dans cet épisode, on parlera de transmission, de structuration, d'interculturalité et de légitimité. Mais surtout, de cette capacité rare à faire grandir sans prendre la place, à éclairer sans imposer. Céline, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir, comme je l'ai expliqué, comme première invitée féminine dans cette émission. Qu'est-ce qui vous a séduite dans l'entreprise Rani et qui vous a donné envie de la rejoindre ? Mais vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un groupe centenaire, donc avec une histoire et une famille. Voilà, c'est les deux paramètres qui m'ont séduit. Et le troisième, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est dans l'industrie, dans l'éclairage public, moi qui venais du tourisme et qui avait envie de changement. Vous m'avez dit aussi une chose qui m'a touché, c'est que quand vous avez rencontré vos dirigeants, vous leur avez dit que finalement, ce que vous cherchiez, c'est pouvoir intégrer votre dernière boîte. Je reprends votre expression. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Pendant l'entretien avec Marcel Rani, lors du recrutement, il m'a fait part que lui, il cherchait effectivement à l'époque une directrice financière, mais sur du long terme. Et donc, du coup, je lui ai répondu, ça tombe très bien parce que moi, je cherche ma dernière entreprise, vu que j'avais déjà 52 ans et que vous me voyez bien finir ma carrière dans ce groupe. Et donc, vous venez du tourisme et de groupes à capitaux familiaux financiers. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous d'intégrer une entreprise comme Rani dans le rapport à ses dirigeants, mais peut-être même dans l'apprentissage de différentes compétences ? Qu'est-ce que ça a fait évoluer chez vous ? Alors, finalement, pas grand-chose, paradoxalement, puisque dans toutes mes expériences passées, j'ai toujours été très proche de la direction et j'ai toujours, comme vous l'avez dit, travaillé avec des dirigeants qui étaient les fondateurs de ces groupes ou actionnaires majoritaires et donc qui défendaient leur entreprise comme leur bébé, qui étaient gardiens de l'histoire, et j'ai toujours accompagné les dirigeants. Donc finalement, c'est un peu l'entreprise familiale ou groupe familial et un peu ma marque de fabrique. Donc ça, j'étais habituée à ces rapports. Comment on s'intègre dans une entreprise comme ça à caractère familial, et quand on est une femme? Alors évidemment, n'y voyez pas d'intention dans la question, mais je trouve que c'est très intéressant aussi pour nos auditeurs. Alors, comment on s'intègre? En tout cas, moi, comment je m'intègre? J'observe, j'écoute beaucoup, j'apprends à connaître en fait. J'apprends à connaître plus ou de moins de part égale les personnalités des dirigeants que l'organisation ou l'opérationnel. C'est autant important pour moi de bien cerner la personnalité des dirigeants parce que vous allez cerner leurs besoins, mais aussi leur manière de fonctionner, leurs attentes. Et là, avec l'entreprise Rani, ce qui a été très important pour moi et qui m'a comblée, c'est que ça s'est fait rapidement. Très rapidement, on sait... Combien de temps, d'après vous? 3
3 mois, même pas 3 mois. Marcel le disait au bout de 2 mois qu'il avait déjà l'impression que ça faisait 10 ans qu'il travaillait avec moi. On avait trouvé notre mode de fonctionnement, notre mode de communication. Et je pense que c'est parce qu'on partage les mêmes valeurs, mais qu'en personnalité, on a aussi des traits de caractère très similaires. On est franc, on est transparent, on va à l'essentiel. On dit les choses, même si c'est des choses qui ne font pas plaisir. Enfin, voilà. Et pour ça, on s'est bien trouvé. Vous m'évoquiez aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est que vous avez eu notamment lors d'un feedback avec l'un des dirigeants, il vous a témoigné le fait que ce qui était bien avec vous, c'est que vous savez dire les choses, mais vous vous occupez d'eux, un peu comme leur maman. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, c'est si particulier. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Marcel, je pense, ce qu'il a vu en moi, et après, plus tard, ses fils, et notamment Stéphane, c'est justement ce partage de valeurs. Et pour moi, la famille, c'est très important. Je suis une maman de 4 enfants. Et donc, quand vous arrivez dans un groupe familial, moi, la famille, je la comprends. Je comprends tout de suite les rapports entre un papa et ses 2 fils, entre 2 fils, un aîné et un cadet. J'ai cette aptitude et ce feeling. Et c'est vrai que, comme le rôle de maman était très important pour moi, même si j'ai pas du tout un management de maman, c'est pas du tout ça, mais c'est quelque chose, c'est la personnalité de prendre soin, d'être bienveillant et d'accompagner. Et effectivement, pour moi, un beau compliment que m'a dit Stéphane un jour dans une discussion où on n'était pas d'accord, il m'a mis à l'aise en me disant, mais voilà, dis-moi, parce que je sais que tout ce que tu dis, même quand tu n'es pas d'accord, tu le fais pour nous et parce que tu as ce côté maman, je reprends ces termes, pour prendre soin de nous. Et ça m'a touchée parce que il avait compris qui j'étais. Pas parce que c'était bien, mais il avait compris la personnalité que j'avais. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les rôles de Marcel, Jean-Christophe et Stéphane pour que nos auditeurs aussi comprennent bien ? Oui, alors quand je suis arrivée en mars 2022, Marcel était le président et Stéphane et Jean-Christophe, les directeurs généraux du groupe, et dans leurs fonctions techniques, Jean-Christophe, directeur commercial export, et Stéphane, directeur commercial France. Et donc c'est la 4e génération de la direction de ce groupe. Depuis juin 2024, on a créé deux organes, puisque Marcel a souhaité transmettre à ses fils. Et donc on a un directoire où Stéphane a pris la présidence et moi la direction générale du directoire, et un conseil de surveillance où Jean-Christophe a pris la présidence, Marcel vice-président, parce que c'était important pour nous qu'il reste encore dans l'environnement, dans le conseil de surveillance. On a vu que vous vous décriviez comme une personne qui prend soin autant des collaborateurs que de ses dirigeants. J'aimerais, si vous voulez bien, qu'on creuse un peu la posture, c'est-à-dire par quelle posture vous arrivez justement à prendre soin et à la fois tant des collaborateurs que des dirigeants. Alors, j'ai envie de dire par l'écoute en premier. L'écoute, essayer de comprendre, d'apprendre à connaître et en comprenant, de venir répondre à... Alors, même si ce n'est pas un besoin, mais j'aime bien que les gens sortent de leur zone de confort ou progressent. Moi, ce qui m'importe dans mon rôle de manager, c'est transmettre et élever. C'est-à-dire que s'ils ont appris quelque chose avec moi, s'ils sont passés d'un point A à un point B, j'ai gagné, quoi. Je les ai fait évoluer, grandir. C'est rare de rencontrer une dirigeante qui, à la fois, attache de l'importance à garantir et à manager le résultat. Parce que, évidemment, c'est important pour une entreprise, pour qu'elle puisse se développer et durer. Et en même temps, d'avoir ce souci du management que je qualifie être un management de progrès, sur lequel, à travers les plans de développement, à travers, on en reparlera tout à l'heure, la culture managériale de l'entreprise, le but, c'est que les gens se développent et progressent, sachant que, je ne sais pas si je peux prendre l'expression, mais vous m'avez parlé aussi beaucoup des bébés Rani, qui ont vécu, puis qui vivent depuis l'entreprise depuis un certain nombre d'années et qu'il faut aussi faire évoluer dans le temps. Et donc, ma question, c'est de revenir un petit peu sur ce management de progrès, comment vous le pratiquez, à travers quelles compétences et comment vous faites pour justement faire progresser les gens, au-delà de l'écoute. Oui. Alors pour moi, par rapport à votre question et le parallèle que vous avez fait avec l'importance du résultat, pour moi, ça va ensemble. Parce que justement, plus vous avez des gens qui sont épanouis, plus vous avez des gens fidèles,
et mieux l'entreprise progressera. Elle progressera plus vite. On sait très bien en tant que manager que le turnover a un coût. Le fait de perdre des gens, de reformer, voilà, tout ça, ça a un coût et donc ça peut entacher la productivité et la croissance ou même le déroulement d'une stratégie. Si vous perdez des hommes clés alors que vous êtes en pleine stratégie de croissance, vous perdez forcément du temps. Dans le management, effectivement, vous avez évoqué les bébés Rani. Donc, quand je suis arrivée, c'est ce qui m'a surprise et finalement, avec le recul, pas tant que ça, puisque c'était une entreprise familiale. Et je me suis aperçue que dans les managers, vous avez beaucoup de managers qui est ce que j'ai appelé des bébés Rani. Le terme a été repris et copié. Après, j'aurais dû le déposer. Pour vous, ça Ouais, j'aurais dû, mais bon, c'est pas grave. Ça. Et donc, ce que j'ai appelé les bébés Rani, c'est des gens qui sont rentrés, par exemple, en alternance sur un contrat de professionnalisation ou qui sont rentrés tout de suite après leurs études en première expérience et qui n'ont connu que Rani, qui sont là 10, 15, 20 ans plus tard et qui du coup se retrouvent en manager. Donc ça a des avantages parce qu'ils ont grandi avec l'entreprise et donc ils sont vraiment imprégnés de l'histoire, ils ont tout un historique. Ça c'est vrai, c'est le gros avantage. Mais des fois, il peut y avoir aussi quelques inconvénients. L'inconvénient de n'avoir connu que cette expérience et donc de ne pas puiser d'autres qualités dans d'autres expériences. Et souvent, quand vous avez ça, pas tout le temps, mais du coup, vous avez des fois une résistance au changement. Une résistance au changement, elle peut se faire parce que, vous n'avez pas envie que ça change, et ça, c'est le pire. C'est-à-dire, souvent, je me suis entendu dire, oui, on grandit, mais moi, je préférais comme c'était avant. Je préférais quand on n'était que 60 et quand c'était plus petit, quand on n'était pas forcément avec toutes ces filiales ou de la croissance externe. Je préférais quand c'était avant. Donc ça, c'est la résistance au changement qui va être très difficile à faire évoluer. Ou alors non, des gens qui sont pour évoluer, mais qui n'ont pas l'habitude de ces changements. Et là, il faut les accompagner dans cette résistance au changement. Je précise à nos auditeurs que l'entreprise est quasi centenaire, mais qu'on en est à la 4e génération. Oui. Donc, ce qui montre aussi que c'est une entreprise et un groupe, oui. D'ailleurs, puisqu'il y a eu le rachat de plusieurs entreprises entre-temps, qui évoluent dans le temps, oui. Avec tout ce qui est technologie, tout à numérique. Tout à fait, mais quand on regarde la frise de Rani, effectivement, c'est un groupe centenaire, mais paradoxalement, le développement s'est vraiment accéléré que depuis 10 ans. En fait, c'est en 2015, ils font leur première croissance externe, petite croissance externe, puisqu'ils rachètent une start-up, Novea, qui est aujourd'hui notre filiale qui développe tout ce qui est panneaux solaires, éclairage panneaux solaires. Mais donc voilà, ça a que 10 ans. Et après, effectivement, ça s'est accéléré en 2022 avec la création de Sève, notre filiale spécialisée dans tout ce qui est ville intelligente, et la croissance externe qui s'est accélérée avec mon arrivée en novembre 2023, 2 autres sociétés en 2024. Voilà. Donc finalement, groupe centenaire, mais qui est passé très rapidement, seulement en 10 ans, de 50 salariés pour Rani, je parle, à 130, et pour le groupe de 60 à 450 collaborateurs. Et du coup, vous me disiez aussi que vous avez joué un rôle important dans l'acquisition de nouvelles entreprises. Oui. Et comment ça s'est passé, notamment aussi dans la relation avec vos dirigeants? Oui, en fait, à la base, moi j'ai été recrutée. Rani venait de faire une levée de fonds en juin 2021. Et c'est les actionnaires financiers qui, en parlant à la direction, disent vous n'avez pas de direction financière là au niveau que vous êtes maintenant et surtout au développement que vous vous apprêtez ou que vous souhaitez faire, il faut absolument une directrice financière ou un directeur financier. Et c'est comme ça que j'arrive. J'arrive en mars 2022, donc avec cette volonté d'avoir une direction financière. Et donc du coup, moi, comment je les ai accompagnés là-dedans? La première, basiquement, j'ai fait mon rapport d'étonnement au bout de 3 mois, très rapidement, et je leur ai dit justement que quelque chose qui m'avait interpellée en interviewant tous les managers, justement, c'est qu'ils ressortaient qu'il n'y avait pas forcément de vision. Tout le monde me disait « Rani, c'est un diamant brut », je reprends leurs termes, c'est une pépite, on la taille chaque jour, mais sans forcément savoir où on va, où on veut aller.
Et même aux dirigeants, du coup, je leur ai demandé, vous me dites, OK, on veut se développer, mais ça signifie quoi se développer? Finalement, une question simple à laquelle on devrait être capable de répondre, c'est quoi Rani dans 3 à 5 ans? Où vous voulez être? Qui vous voulez être? Et ils ont compris la nécessité de répondre à cette question. Et là, du coup, on a fait tout un travail avec aussi les dirigeants de Novea et la direction de Rani, où on s'est assis, on s'est fait accompagner par un consultant et où on a écrit la stratégie à 3-5 ans du groupe. Et en fait, même s'il avait dans la tête ou s'il savait répondre à la question, c'est différent d'écrire. Voilà, ils connaissaient leurs valeurs, mais voilà, on les a écrites. On a voilà tout un livrable où les valeurs sont écrites, qui on est, le pourquoi, le comment, où on veut aller. Et ce qui a été important aussi, finalement, c'est que en faisant ce travail, ça a été le premier pas et la première pierre à l'édifice de dire, finalement, on est prêt pour être société à mission, puisque c'est ce qu'on voulait, c'était dans notre ADN. Tout à fait, 1er janvier 2025. Ouais. Et donc, ça nous a aidé après, donc du coup, dans la croissance externe, parce que, en écrivant cette stratégie, on a défini où on ne voulait pas aller. C'est-à-dire, OK, on veut se développer, mais on veut rester dans notre chaîne de valeur. Par exemple, ça, c'était notre base. Non, on ne veut pas racheter de la fonderie ou du transport, qui pour nous, des fois, des gros postes. Non, on reste dans notre savoir-faire. Et donc, on fait de la croissance externe dans notre savoir-faire pour élargir notre gamme. Et donc, quand les dossiers après se présentent, comme S, en Allemagne, c'est facile de répondre, oui, ça correspond à ce qu'on a défini. C'est dans notre cœur de métier, c'est une gamme de produits complémentaires, c'est sur un marché où on n'est pas présent en Allemagne. Et donc, toutes les cases étaient cochées. Et aussi, comme on avait structuré en parallèle, on était prêt à le faire. On avait, les équipes en interne pour le faire, et 2, nos parties prenantes extérieures, que ce soit les banques, les actionnaires financiers, voyant cette structuration, sont rassurés aussi. Ils disent, OK, c'est plus la petite entreprise familiale, c'est une structure d'un groupe international qui est prêt à faire de la croissance externe. On peut creuser un peu votre mission et vos responsabilités, Céline, si vous voulez. Notamment, je le qualifiais comme triple, c'est-à-dire la finance, oui, les ressources humaines, et puis l'accompagnement stratégique qu'on a évoqué. Comment vous arrivez à jongler dans votre métier et vos responsabilités sur ces 3 dimensions? Comment vous faites? Alors, on va dire que la dimension accompagnement et direction générale, elle est en fil conducteur. Elle est quotidienne parce que ça peut être de l'accompagnement, comme on l'a dit, de manager, de ma direction ou de parties prenantes extérieures. Donc ça, c'est plus une posture de dire, voilà, je représente le groupe, j'ai une vision claire de ce que veulent les dirigeants, de ce que doit être le groupe, et donc j'ai ce fil conducteur dans ma tête et dans mon travail quotidien et dans les relations quotidiennes que je peux avoir dans mon travail. Les 2 autres fonctions, c'est plus, vous avez le travail quotidien, comme n'importe quel métier, vous devez traiter le quotidien. Et après, sur les projets ou les chantiers, je les aborde de manière, en fonction de leur sens prioritaire par rapport à un objectif qu'on s'est donné. Et ça, c'est très important. Parce qu'au début, ça aurait été facile pour moi d'aller sur des sujets qui me plaisaient plus, je vais donner un exemple, mais qui n'étaient pas forcément prioritaires, mais j'étais plus à l'aise vers ces sujets où ça me plaisait plus intellectuellement. Mais c'est pas, je trouve qu'en tant que rôle de manager, c'est pas ça. On doit sentir quels sont les sujets prioritaires pour l'entreprise, qui sont le plus constructifs, dont elle a le plus besoin, et aussi pour les collaborateurs. Parce que sinon, sans les équipes, on ne fait rien. Parce que pareil, on peut choisir un sujet prioritaire pour l'entreprise, mais on n'a pas les équipes pour le faire. Et donc, du coup, ça ne marchera pas. J'aime souvent dire le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que déjà, contentons-nous de faire bien, et après, on cherchera à faire mieux. Pour citer l'exemple, c'est quand je suis arrivée, j'étais un peu choquée qu'il n'y ait pas de comptabilité analytique, qu'il n'y ait pas de contrôle de gestion. Donc, parce que pour moi, ce n'est pas parce qu'une entreprise est rentable qu'elle ne peut pas l'être plus. Et comme j'expliquais à Jean-Christophe, même si tu es rentable, il faut que tu sois prêt
à vraiment connaître tous tes KPI et toute ton organisation et ta rentabilité, parce que si un jour il y a un grain de sable dans les rouages, eh ben, tu sais où tu dois intervenir. Bah, ça, j'ai dû en faire le deuil, parce que je me suis rendu compte très vite que j'avais ni les outils pour le faire, ni les équipes, et que donc j'allais y passer beaucoup de temps pour peu de moyens et peu de nécessité. Finalement, il y en avait pas. C'était pas l'urgence. L'urgence, c'était les ressources humaines. Voilà. C'était qu'effectivement, on n'était pas structuré au niveau de ressources humaines et que dans ces managers, justement, j'avais décelé que dans ce changement, il allait falloir accompagner les gens, il allait falloir répondre aux questions. Voilà. Et donc, je me suis plus attelée la première année sur structurer les ressources humaines. D'où l'importance quand même d'avoir une vision, d'avoir un cap pour justement garder toujours le sens et savoir tirer des bords en fonction de là où on veut aller. Depuis que vous avez intégré le groupe et depuis votre fonction qui est plus générale qu'expert, même si finalement vous conjuguez les deux, j'ai toujours un sujet sur ça, entre est-ce qu'on peut être expert et manager à la fois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez une conviction sur ça. Oui, moi je pense que c'est même mieux. Oui. C'est même mieux. Après, moi je pense que... Parce qu'un expert, il n'a pas tendance des fois à aller... toujours plus dans la problématique, dans la solution la plus précise, là où il y a des moments où il faut avoir une vision un petit peu plus globale, orientée solution, mais sans forcément être autant dans le détail que peut l'être un expert. Ben, c'est là que pour moi, le côté manager va contrebalancer, parce que si vraiment vous êtes un manager et que vous aimez ça, parce que pour moi c'est c'est un métier à part entière, et si vous aimez être manager, ben du coup vous n'allez pas avoir envie d'aller dans le détail, vous allez juste avoir envie de pousser vos équipes à le mettre en œuvre. Et donc, et votre expertise va servir de support à vos équipes, de leur dire voilà l'objectif, comme j'ai envie que vous grandissiez et que vous progressez, si vous vous sentez, je vous laisse y aller, allez-y, mais je suis là. Si vous avez des questions, est-ce que vous voulez qu'on construise ensemble ou non, voulez-vous y aller et venez me voir si vous avez des questions, on fait des points d'étape. Voilà. Et donc pour moi, c'est pour ça que j'aime mon métier, parce qu'il est totalement complémentaire, c'est-à-dire que j'ai effectivement, quand on voit mon parcours, j'ai une expertise parce que j'ai voulu vraiment commencer par les bases de l'expertise comptable et passer par sans jamais laisser tomber les RH, donc j'ai toujours gardé ces deux pieds, ces deux expertises, mais après j'ai grandi moi-même en tant que manager et les deux me plaisent. Sur quoi, plus précisément, Céline, vous avez progressé sur les 12 derniers mois ? Dans votre savoir-faire, votre savoir-être, par rapport à toute l'expérience que vous avez, qui est quand même de plus de 25 ans, ça vous a appris quoi les 12 derniers mois ? La patience, parce que c'est pas mon fort en plus. Donc la patience. Le groupe Rani m'a appris la patience et encore plus l'écoute. Parce qu'on va dire, si je suis honnête, les deux, si on doit me trouver des points faibles ou des axes d'amélioration, c'est bien la patience et l'écoute. Parce que c'est pas que j'écoute pas, mais comme je suis pas patiente et que j'ai tendance à vouloir aller vite, je vais écouter, mais je sais déjà où on va aller. Je sais déjà où on veut aller. J'ai compris, j'ai capté, et donc je veux déjà passer à l'étape d'après. Et souvent, j'ai tendance, si je veux aller trop vite, à oublier que tout le monde ne va pas assez vite. Et ça m'a vraiment appris ça. Vous dites d'ailleurs que tout le monde ne va pas assez vite, ou tout le monde ne va pas au même rythme. Au même rythme que moi, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est OK. Donc c'est plus sur l'aspect managérial, où vous continuez de vous développer, pas tant sur l'aspect direction des ressources humaines ou direction administrative et financière. C'est vraiment sur le côté management où... Oui, après je pense que dans nos métiers, il y a quand même l'actualité de l'IA, où bien sûr qu'on va continuer à apprendre à comment on va intégrer l'IA dans nos métiers, qu'il soit dans la fonction finance que dans la fonction RH. Forcément, en intégrant cette dimension, on a encore des choses à apprendre. Voilà. Vous l'utilisez aujourd'hui ? Très peu.
très peu, ou pour des choses basiques d'amélioration. Alors, la traduction, bien évidemment, tout ce qui est synthèse de documents, amélioration de la rédaction d'un mail ou d'un courrier, mais très basiquement, je veux dire. On sait pas, on commence à s'intéresser de comment l'intégrer au niveau des RH, surtout. Voilà. Mais pas, je m'y suis pas, honnêtement, je ne m'y suis pas encore intéressée de comment elle va être intégrée au niveau du côté finance. Et sur d'autres aspects, c'est-à-dire que dans le cadre de la vision de Rani, enfin même si vous me disiez que là vous étiez plutôt dans une phase de capitalisation par rapport à toutes Exactement. Ça on peut peut-être le développer parce que c'est bien d'avoir une vision, mais c'est bien aussi de capitaliser. Et des fois aller trop vite, on n'installe pas forcément les fondations. Oui, donc effectivement, donc 2022, fin 2022, on définit cette stratégie. Et donc, on va dire le plan à 2-3 ans, puisque effectivement c'était un plan à 3 ans, donc on y est, puisqu'on est fin 2025. Et donc, j'aime bien dire, quand on relit, on a fait ce qu'on a dit. J'ai fait un exercice récemment, enfin non, l'année dernière, puisque je me suis présentée au prix de directeur financier de la DFCG. Enfin, Marcel m'a inscrit au trophée. C'est pas vous qui l'aviez demandé au départ? Non, c'est pas moi qui me l'avais demandé. En fait, on l'appelle pour qu'il soit président du jury, donc on lui explique ce que c'est, et lui répond moi président, je peux y être l'année prochaine, mais j'aimerais bien que ma DAF se présente. Donc il m'a refilé le bébé. Donc je me suis présentée parce que, bien que j'avais refusé les années précédentes, parce qu'effectivement c'était intéressant pour moi, et c'est ce qu'ils m'ont expliqué, dans mon projet que j'allais présenter, de faire une pause, de prendre de la hauteur et de dire qu'est-ce que j'ai accompli ces 2 dernières années chez Rani. Et cet exercice a été très bénéfique pour moi parce qu'en préparant ce prix, parce que vous devez préparer une présentation que vous soutenez devant un jury, c'est ce que j'ai fait. J'ai relu le rapport d'étonnement que finalement j'avais fait 3 mois après seulement. Je l'ai relu et dans ce rapport d'étonnement, je disais à la direction, pour moi, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'on devrait faire, voilà ce qu'on devrait changer. Et finalement, 2 ans après, on avait accompli pas mal de choses qu'on avait dit qu'on ferait. Et donc là, on se retrouve en 2025 en disant, finalement, on a fait pas mal de choses. Donc, on va capitaliser notamment sur l'intégration de ces nouvelles filiales, puisqu'on en a intégré quand même 3 en moins d'un an. Et après, je pense que la deuxième étape, ou parallèlement à ça, il faudra se reposer la fin d'année 2025 en disant, maintenant, c'est quoi les 3 prochaines années? Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on reprend une photo comme on l'a fait il y a 3 ans, et qu'est-ce qu'on veut pour les 3 prochaines années? Pour vous, avoir une vision, c'est d'avancer dans votre rythme et le rythme de l'entreprise tous les 3 ans. Il n'y a pas de processus de vision à 10 ans comme on peut trouver dans des grands groupes dont vous êtes notamment issus et sur lesquels on travaille de façon plus lointaine. C'est pas un besoin pour l'entreprise? Non, je pense que ça dépend des entreprises. Je pense clairement que ça dépend des entreprises, de leur secteur, à quelle vitesse il évolue aussi, parce que sur certains secteurs, c'est impossible de dire à 10 ans. Et je pense aussi que ça dépend des dirigeants. Et là, pour moi, je ne vois pas, avec Jean-Christophe et Stéphane, penser à 10 ans. Parce que et j'adore ça, comme c'est quand même des personnalités assez opportunistes, ouvertes, instinctifs. Donc, ça ne serait pas productif pour moi. 3 ans, c'est pas mal déjà. Ok. On reste sur la partie stratégie, technicité, expertise, mais aussi humanité. Quelle est votre approche, Céline, pour professionnaliser une entreprise, un groupe, sans la dénaturer de son esprit maison familiale? Parce que c'est dans l'ADN du groupe. Et j'entends quand même dans vos propos que vous transmettez des choses, vous faites évoluer des choses, mais pourtant, il y a toujours ce respect pour le côté familial. Comment vous procédez? Alors, je pense que c'est savoir identifier les talents. Ça, c'est hyper important parce que, du coup, si vous identifiez les talents, vous allez rester dans cette culture de garder ces bébés Rani, les identifier, les accompagner. Il y a très peu de turnover, je
crois. Non, oui, il y a très peu de turnover. Il y a ça, et il y a aussi, paradoxalement, identifier les personnes qui ont atteint leurs limites et du coup, de trouver des compromis. C'est-à-dire, on en a parlé, voilà, il y a des services où on a des personnes très bien, mais Rani a besoin maintenant, avec sa nouvelle dimension, d'autres choses. On trouve des compromis. Dans d'autres boîtes qui n'auraient pas cet ADN, on dirait, on s'assoit, voilà, on a besoin d'autre chose, on va t'accompagner dans une reconversion, une rupture conventionnelle. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on voit comment organiser le service et adapter le service et les personnes aux nouveaux besoins opérationnels. Et après, dans la première solution qui est la meilleure, quand on a identifié les talents, on les accompagne. On les accompagne, mais il faut les accompagner surtout, pour moi, c'est être sûr qu'ils en ont envie. Parce que bien sûr que vous avez des gens qui ont envie d'évoluer, mais sans savoir ça veut dire quoi, et ça va être quoi la contrepartie d'évoluer. J'aime pas parler de sacrifice ou quoi, mais il faut avoir conscience que j'aime dire qu'un manager, il a des droits, mais il a aussi des obligations. Et ça, et des responsabilités. Surtout. Voilà, surtout. Et ça, il faut savoir passer les messages, de dire, voilà, en prendre conscience. Et justement, est-ce que les générations qui arrivent maintenant dans l'entreprise, les jeunes générations dont on parle beaucoup, elles ont envie de ces responsabilités-là? Est-ce qu'elles ont conscience de cette responsabilité telle que vous la décrivez, d'après vous? Je ne pense pas qu'elles n'en aient pas envie. Par rapport aux générations passées, l'épanouissement et l'équilibre dont on entend parler beaucoup, vie pro, vie perso, c'est ça l'important pour eux. Et j'ai envie de dire, moi je ne suis pas de ces managers qui, entre guillemets, qui râlent contre cette génération, parce que j'ai envie de dire, elles ont raison. Elles ont raison, la vie est courte, le travail, on y passe beaucoup de temps, donc autant s'épanouir, mais la vie personnelle est importante aussi, donc il ne faut pas faire comme les générations passées où on donnait tout au travail et après la vie perso en pâtissait. Donc moi je trouve que c'est bien. Après il faut que ça reste sain. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on parle d'équilibre et que finalement c'est pas tant de l'équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui évoluent. Alors on parle souvent de la période post-Covid, mais le télétravail, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est pratiqué dans votre entreprise. On l'a mis en place, oui. J'ai entendu parler aussi du 80% de temps de travail pour les femmes, ce qui n'était peut-être pas dans l'ADN de l'entreprise, mais que vous arrivez petit à petit à faire évoluer. Enfin, je donne 2 exemples, vous en avez peut-être d'autres. Non, c'est vrai que le télétravail, en plus que sortie Covid, donc Rani aménage dans un nouveau siège social, dans des nouveaux locaux qui sont vraiment magnifiques, et ils ont vraiment investi. Donc effectivement, dans la première réflexion, c'est de dire on n'a pas investi des millions dans un outil de travail pour que les gens restent chez eux en télétravail. Mais il faut accompagner les dirigeants dans cette réflexion de dire si le télétravail est fait de manière intelligente et mené de manière intelligente, c'est productif, ça amène un plus, que ce soit pour le salarié ou l'entreprise. Le 80%, pareil. Ou d'autres sujets, comme le télétravail d'ailleurs, ou d'autres sujets, ça a été l'accompagnement des managers. Parce que justement, c'était faire comprendre à la direction que ce n'était pas eux qui allaient gérer ça. C'était leurs managers qui allaient gérer leurs équipes. C'était que ce soit les congés payés. Pareil, moi, quand je suis arrivée, il y avait 3 semaines de congés payés imposés en été parce qu'on fermait, et 1 semaine à Noël, plus quelques ponts. Donc finalement, les salariés ne posaient aucun jour librement. Et ça, c'était une demande. Mais c'est vrai qu'ils me demandaient, mais comment on va gérer ça ? Quand ils vont demander, tout. J'ai dit, mais c'est pas à vous de le gérer, c'est juste que vous allez gérer des process, on va établir des process et on va accompagner, encore une fois, les managers avec des outils pour qu'ils puissent les gérer. Et tout ça, c'est en place aujourd'hui ? Oui, il y a un portail RH, ça marche très bien, d'où
la structuration de la RH. Aussi. Quand j'identifie ça, j'ai dit il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de portail RH. Comment je vais dire à mes managers de manager leur équipe sur des fichiers Excel? C'est pas possible. Donc on met d'abord les outils en place, on structure le service RH et après on accompagne les managers. C'est intéressant parce que dans les entreprises que je peux rencontrer, souvent quand on est sur des dimensions différentes, souvent on me dit oui mais attends, toi tu viens de grands groupes, tu me parles de politique RH, mais on peut comprendre aussi que même dans une PME, et il n'y a rien de péjoratif, c'est de se dire une politique RH, c'est important et c'est ce que vous avez mis en place. C'est ça, c'est effectivement ça. Donc après, encore une fois, les chantiers prioritaires d'outils, de structuration, une fois que le service est structuré, on sort des projets plus ambitieux et plus macro, comme on va définir une politique RH. Il n'y avait pas de politique RH, donc là, pareil, on explique à Jean-Christophe et Stéphane c'est quoi une politique RH, pourquoi on en a besoin, et on leur fait des propositions et ils comprennent très vite l'utilité, ce que ça va amener. Et donc après, avec ma responsable RH, je lui laisse la main. Je lui dis, elle est rentrée 2 mois après moi. Donc moi je suis rentrée en mai, en mars, elle est arrivée en juin. Donc elle a le même historique que moi, elle voit les mêmes besoins, mais je la laisse écrire. Je dis vas-y, propose-moi les piliers de la politique RH. On n'a rien inventé, la formation, l'identification des talents, la gestion des compétences, la politique de rémunération et tout ce qui est inclusion. Donc voilà, on n'a rien inventé, mais c'était important pour nous de l'écrire, d'écrire ce qu'on voulait mettre dans chaque pilier, ce qu'on voulait faire chez Rani. Pardon, je vous coupe Céline, mais il y a une chose qui m'a marqué aussi dans notre échange, c'est la conception que vous avez d'un plan de développement de vos managers, c'est-à-dire pas forcément d'aller en formation pendant 2 jours, oui. Parce que ça peut être très intéressant, même si on a une statistique, c'est que c'est à peu près 20% d'appris, 10% d'appliqués, ce qui est quand même très faible, et ça reste encore une statistique actuelle. Mais vous dites, non, mais il faut plutôt accompagner les managers dans le temps et faire en sorte que l'accompagnement soit complètement adapté à ce qu'ils vivent. Oui. Et ça, j'ai senti qu'il y avait une conviction forte derrière ça. Oui, c'est vrai qu'avec les dirigeants et aussi Rudy, le président de Novea, notre filiale à Angers, on s'est dit que ça serait intéressant, maintenant que les managers ont grandi en même temps que le groupe, là, ces 3-4 dernières années, et qu'on avait des demandes un peu isolées de management, niveau 1, niveau 2. On a dit, non, on va leur construire une formation sur mesure de tous nos managers qui sera plus dans le temps, des 10-12 jours de consultants en fait, qui va les accompagner avec un besoin derrière exprimé de la direction d'avoir quand même une certaine homogénéité dans les méthodes de management du groupe. On parle d'une vingtaine de personnes? Oui, une vingtaine de personnes. La difficulté par contre, et ce que vous n'avez pas, ça a été quand même une nouveauté pour moi, que je n'avais pas dans le métier de l'hôtellerie, c'est la différence de niveau quand vous parlez de manager ou de management ou même de process entre ce que vous voulez mettre en place quand vous le mettez en place dans les bureaux, donc dans des postes entre guillemets back-office ou à la production. Même si dans l'hôtellerie, vous avez un siège social et des hôtels, mais quand même les niveaux de management où les personnalités sont quand même très proches. Alors que là, vous n'avez pas affaire au même type de population sans que ça soit péjoratif du tout. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus dur. Vous voyez, là, je sors d'un entretien ce matin avec un responsable d'atelier, donc il y a un manager, où je lui ai expliqué qu'en tant que manager, c'était très important d'avoir l'exemplarité et l'équité. Voilà. Avec ses collaborateurs, qu'ils soient des collaborateurs directs, donc où il y a un lien hiérarchique direct, ou indirect. Mais je lui ai dit en toute humilité, et je sais que c'est beaucoup plus difficile pour toi qui es à la prod que pour un manager qui est dans les bureaux. Parce qu'un manager dans les bureaux, il n'est pas pris comme la prod dans le feu de l'action, de la production, et d'avoir besoin de réagir tout de suite. Dans les bureaux, on a le temps de réfléchir, de poser un point.
Lui, dans son management, il a un management quotidien et donc c'est plus difficile d'être exemplaire, de réfléchir avant de faire une action. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est pas péjoratif, mais c'est différent. Et donc la difficulté dans ce type de projet, c'est qu'on va mélanger ces deux populations. C'est difficile, mais pour moi indispensable. Parce que, ils ont besoin de se sentir, d'appartenir à un groupe et pas juste dire, ça c'est les bureaux, ça c'est la production. Et je trouve que les échanges sont plus riches. Et puis on a toute la ligne de l'encadrement de l'entreprise aussi, ce qui fait que ça rend, comme je dis souvent, une colonne vertébrale, il faut aligner les vertèbres pour se tenir droit. Vous expliquez aussi que les jeunes générations, je reviens sur les jeunes générations parce que c'est important aussi de bien diffuser tout le positif, d'avoir de nouvelles générations qui arrivent dans les entreprises. Vous disiez qu'elles n'aiment pas les choses figées. Non. C'est-à-dire que vous structurez, vous cadrez, mais en même temps, à l'intérieur, vous laissez de l'autonomie, de la liberté, vous impulsez ça. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de routine. On ne peut pas s'ennuyer chez Rani. Je pense que cette jeune génération, justement, je prends cette image, elle a besoin de sens, de travailler, j'aime dire, comme elle consomme ou comme les réseaux sociaux. Vous voyez, quand je les vois scroller, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est pour moi, je peux me tromper peut-être, mais voilà, c'est de l'intérêt, ils ont besoin de ce besoin d'information constante, d'être tournés constamment vers l'extérieur, d'être nourris en fait. Et ça, ça, il faut leur donner. Et ça, vous l'avez même dans des tâches, dans des postes, parce que on va quand même pas révolutionner le monde du travail. Il y aura toujours des postes, même avec l'IA, où on a besoin de tâches répétitives ou sans forte valeur ajoutée. Mais pour moi, la compensation, c'est que le collaborateur sente, qu'il a un rôle à jouer, que même sur ces tâches, elles sont nécessaires. Et deux, qu'il a une liberté de prise d'initiative. Pas d'action, parce que malheureusement, dans des tâches, au montage, non, il peut pas prendre... il n'a pas une liberté d'action parce que y a des process. Par contre, le fait qu'il sache que s'il a une idée, s'il veut amener une idée qui va contribuer à autre chose, ou qu'il sache qu'il peut évoluer, ou qu'il sache qu'il peut discuter, ça c'est important. On change un petit peu de sujet, si vous voulez bien. Céline, je voudrais qu'on parle un peu de l'interculturalité du groupe, parce qu'il y a des événements aussi qui ont été intéressants. C'est combien d'entreprises aujourd'hui, le groupe Rani ? C'est filiales, c'est une dizaine de filiales. Une dizaine de filiales. Et du coup, comment on dirige une entreprise avec une culture, un ADN qui est celui de Rani, alors qu'on est dans des pays et on fait l'acquisition de sociétés qui n'ont pas la même culture, même si, pour certaines, elles étaient issues de groupes familiaux aussi. Oui. Qu'est-ce qui était important pour vous et qu'est-ce qui est important même aujourd'hui ? Alors, je pense que ça se fait facilement. Parce que ça, encore une fois, c'est l'histoire. Parce que finalement, si on regarde les filiales dernièrement qu'on a créées, et je parlerai de S après, elles se sont toutes créées ou l'acquisition suite à des rencontres. Et ça, c'est un peu le fonctionnement de Jean-Christophe, Stéphane et Marcel. De l'opportunité. Voilà. Pas d'une stratégie. Non, voilà. On rencontre une personne, ça match. On partage des valeurs, on partage une personnalité et il y a des points communs dans ce qu'on a envie de construire. Et donc, du coup, on décide d'y aller. Et donc, du coup, les bases sont solides parce que c'est sur l'humain. Et je prends l'exemple des 2 dernières acquisitions de croissance externe de LEC ou Ecoinov. Avant tout, c'est une rencontre de Jean-Christophe et Stéphane avec les dirigeants de ces boîtes. Et ils avaient la même vision de l'intégration, de ce qu'ils voulaient pour la boîte, pour le dirigeant lui-même. Et donc, on construit le projet ensemble. Donc après, alors c'est facile, il y a toujours après des difficultés à gérer, mais du moment que l'humain est là et qu'on partage les valeurs, les difficultés elles sont faciles après à gérer. Après, S, c'est différent. Alors, j'allais y venir. Oui. Et j'allais vous poser la question, justement.
d'une situation où vous êtes senti déstabilisé. Je sais qu'il y en a une, en tout cas vous m'avez raconté, ouais. J'aimerais bien qu'on en parle. Ouais. Donc une situation où vous êtes senti déstabilisé ou même un peu impuissante face à la situation. Oui. Et on était plutôt dans la communication. Oui, si c'est ça. Donc effectivement, on a cette opportunité. On est contacté par par un cabinet de M&A qui nous dit voilà, on a une cible. Donc on étudie le dossier. Alors j'étudie, il y a 2 anecdotes. Effectivement, j'étudie le dossier et moi sur papier, oui, ça me semble intéressant. Ça correspond à la stratégie, encore une fois, qu'on avait définie. Mais connaissant les RANI, je vais les voir, je leur dis, bon, écoutez, moi sur papier, dans mon rôle à moi, tous les voyants sont ouverts. Par contre, maintenant, vous connaissant, il faut qu'on prenne un avion. On y va. Vous sentez parce que c'est eux, ils viennent de l'opérationnel, de la production. On va les visiter. Il faut que vous sentiez l'outil, que vous sentiez les hommes, parce que moi je peux pas faire plus. Et donc on est partis tous les 4. On a fait cette visite de 2 jours et je me souviens très bien que je les ai vus, Stéphane, avec des grands yeux quand ils visitaient l'usine et l'outil de production. Des yeux d'enfant. Ouais, des yeux d'enfant. C'était un nouveau, c'est pas gentil, mais c'est un nouveau jouet, quoi. Enfin, ouais. C'était, et comme je le disais, pour eux, ça représentait vraiment quelque chose. Et donc voilà, et dans l'avion du retour, on prend la décision. On dit, ok, on continue, mais vous vous retrouvez en face de personnes qui... Voilà. Donc une fois qu'on a pris cette décision, on continue à mener le dossier dans les transactions, mais finalement, quand vous menez ces transactions, vous êtes avec les cabinets de M&A, les consultants, les juristes, un peu avec le dirigeant en place, mais pas avec les managers, puisque tout se fait en off. Par contre, quand on est prêt à signer ou qu'on sait que ça va le faire, on a entre la date du signing et du closing, on retourne chez S et là, on demande à voir les managers pour quand même se présenter et leur parler. Et là, c'était vraiment le choc, effectivement, des cultures, puisque on était avec Jean-Christophe, Stéphane, Marcel et moi. Alors même s'ils sont d'une famille italienne, moi aussi mon grand-père était sicilien, donc quand même des latins qui parlent, vous voyez, beaucoup avec les mains, désolé, qui parlent beaucoup avec les mains, et en face on avait 6 Allemands dans la salle, et donc on se présente. Et on parle et on dit qu'on est une entreprise familiale et que qu'on va faire l'acquisition, on explique notre projet. Et là, on a des gens, mais c'est pas qu'ils étaient fermés, ils étaient eux, quoi. Droit dans leurs bottes, stoïques, pas un mot. Et nous, on était là, alors qu'on essayait, et plus on voulait, plus on mettait les mains pour parler. Vous avez des questions pas une question, il y en a un ou deux qui a parlé. Et là, effectivement, dans ma tête, je me suis dit, sans le dire, mais comment on va faire pour vraiment communiquer, puisque je sais que c'est important pour nous, que ce soit Jean-Christophe et Stéphane, qu'il y ait du répondant derrière, qu'il y ait de l'échange, parce que ça nous permet... Même de la confrontation, du coup. Oui, c'est ça, parce que quand on traite un sujet, quand on échange, c'est cet échange qui construit. C'est le fait d'échanger, de se répondre, même quand on est d'accord, on se vérifie en disant quelque chose, on cherche à l'autre une approbation ou au contraire une objection pour voir si on est sûr. Et là, il n'y avait pas trop d'échanges. Mais après, c'est venu quand même. Comment vous êtes sorti d'une situation comme ça ? Alors, on s'est fait accompagner. Vous savez, les fameux 100 jours. Les fameux 100 jours, comme de prise de poste, comme en politique. Comme en politique, ou une prise de poste ou un accompagnement d'une filiale. Et donc, on s'est fait accompagner. Et comme justement, cette intégration, on savait que la difficulté n'allait pas être opérationnelle ou dans la compréhension du métier, puisque ça, on le maîtrisait, mais qu'elle allait être plus au niveau RH, de créer les binômes, de bien les cerner. On a tourné notre choix du consultant vers quelqu'un qui était plus spécialisé justement dans ces sujets RH, qui connaissait parfaitement l'Allemagne, qui avait travaillé là-bas. Pour pas la citer, Laurence Garrido, qui nous a beaucoup accompagnés sur cette intégration de nos managers à nous. En fait, elle a accompagné nos managers à nous, les managers là-bas, à former ces binômes, puisque nous, on avait, avec la direction, mis les priorités des sujets qu'il allait falloir à traiter, comme établir le plan marketing et la gamme produit, la fusion des 2 gammes. Voilà. Et face à ces sujets, des binômes étaient créés.
Et donc, elle l'accompagnait et elle veillait à ce que ça avance et à répondre aux questions des managers de comment se passe une intégration. Bon, on sent quand même dans votre discours que, et je crois que c'est comme ça que vous vous décrivez, comme à la fois professionnel et passionné. Je pense qu'il n'y a pas de sujet, vous le démontrez. Quels sont les principes ou valeurs qui, dans votre façon de diriger et manager, sont non négociables? Le respect. C'est-à-dire? On peut tout se dire, on peut tout faire, mais tant qu'on est dans le respect de l'autre. Voilà, vraiment de l'autre, de la personne, pas de la personne en tant qu'humain, en tant qu'homme. On est des êtres vivants et il faut respecter chacun. Il faut respecter chacun quand quelqu'un n'est pas d'accord, quand quelqu'un n'est pas prêt, comme j'ai dit. Voilà, il faut juste le respecter. Autre valeur ou autre principe auquel vous ne dérogerez pas, quel que soit votre niveau de responsabilité? Peut-être même vis-à-vis de vos dirigeants. Oui, la transparence. Mais est-ce que dans une entreprise, toutes les choses sont bonnes à dire? Oui. Si elles sont dites intelligemment et avec respect dans un but constructif, oui. Oui, parce que c'est comme ça qu'on avance. Enfin, on n'avance pas avec des non-dits. Oui, on n'avance pas avec des non-dits. Dans l'aventure que vous êtes en train de vivre, parce qu'elle est vraiment en cours, vous êtes en plein cœur, en quoi ça fait évoluer votre leadership? Dans la difficulté. Je rencontre, là, typiquement, je rencontre des difficultés que je n'ai pas eues auparavant, notamment avec un collaborateur que je ne vais pas citer, où je suis... Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai eu toujours des collaborateurs qui m'appréciaient en tant que manager, qui avaient compris comment je fonctionnais, qui focalisaient pas sur des fois ma manière de faire ou de dire, parce que effectivement, je suis assez dynamique, assez directe, mais il faut pas... des fois, je mets pas les formes, mais c'est juste que, encore une fois, c'est plus facile, c'est plus direct, on y va et il faut pas chercher quelque chose derrière ça. Et donc, j'ai toujours eu des collaborateurs qui m'ont très bien perçu comme ça et donc du coup, ça roulait. Là, c'est la première fois où effectivement, avec un collaborateur, j'ai plus de mal. Il est plus susceptible. Voilà, oui. Il a besoin de plus d'attention, de plus... il interprète des fois mal mes mails ou mes dires, ou voilà. Et ça, je ne l'ai pas perçu tout de suite. Donc, comme quoi, on apprend tous les jours. Et du coup, qu'est-ce que ça change? En tout cas, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour créer les conditions d'une relation qui soit un peu différente et peut-être plus dans le schéma de cette personne, dans son référentiel? Simplement, je lui ai demandé de quoi elle avait besoin. J'ai dit OK. Elle vous a répondu? Oui, vous a répondu? C'est la deuxième difficulté, c'est qu'elle n'est pas très... c'est pas son tempérament de répondre et de demander. En fait, c'est pas son tempérament de demander. Voilà. Donc, j'essaye de le faire différemment, de faire des rendez-vous moins officiels lors d'un déjeuner. Et du coup, je suis plus vigilante à avoir des points plus réguliers. Voilà. Je vous propose maintenant ce qu'on a institutionnalisé dans l'émission, qui est la minute anti-cliché. D'accord. C'est là où il y a la surprise. Ah, merci. Je l'attendais, je suis venue que pour ça. Alors, je vous propose quelques idées reçues, croyances qu'on peut entendre ici et là dans les entreprises, peut-être même dans le groupe Rani. Et puis, à partir de là, je vous propose de me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Okay. Et de garder votre authenticité dans vos réponses. Si je vous dis, une dirigeante ne peut pas être à la fois aimée et respectée. Il faut choisir. Non, je ne suis pas d'accord. Mais alors justement, je pense que le respect se mérite. Se mérite quand je dis, j'ai toujours dit, à une ancienne responsable comptable et financière qui avait été promue avant que j'arrive un peu rapidement, j'y avais dit, il faut que tu gagnes ton respect. Il faut que tu gagnes le respect de tes collaborateurs par tes compétences et pas juste parce que tu as le titre.
Et c'est ça pour moi, gagner le respect, c'est qu'on vous respecte parce que on sait que vous êtes compétente et que vous-même, vous avez des valeurs et que vous-même vous respectez. On ne peut pas vous respecter si vous ne vous respectez pas. Donc ça, et on peut être, alors aimer c'est peut-être un peu fort, mais on peut être apprécié pour d'autres qualités. Pour moi, les deux sont pas. Mais justement, qu'est-ce que vous allez rechercher, vous, et vous l'avez un peu vécu comme ça, sur la transition des métiers sur lesquels vous êtes, et des responsabilités sur lesquelles vous êtes arrivé, puis ensuite l'évolution en tant que directrice générale. Vous l'avez dit, finalement, ça s'est fait un peu automatiquement parce que les gens ont commencé à venir vous voir en tant que relais de vos dirigeants. Mais en même temps, à quoi vous allez vous attacher quand justement vous allez démarrer une collaboration ou même faire évoluer une collaboration? Vous avez parlé de l'écoute, bien entendu, de l'observation, mais il n'y a peut-être pas que ça au fond. C'est qu'est-ce qui va être important pour vous? Il y a des gens qui ont besoin d'être aimés, d'être considérés. Certains même vont préférer être aimés parce qu'ils s'estiment que c'est comme ça qu'ils vont asseoir leur légitimité. Vous, la source de votre légitimité, vous allez la chercher où? Je vais la chercher dans mes compétences et dans ce que je vais pouvoir amener à l'entreprise et aux collaborateurs. Moi, je vais la chercher là. On vient à la transmission, faire progresser. Alors, effectivement, peut-être que dans un premier temps, je ne vais pas être aimée. Parce que je n'ai pas été aimée quand je suis arrivée chez Rani. Je le sais par certains collaborateurs, je n'ai pas été aimée. Mais je ne cherche pas à être aimée, par contre. En fait, c'est différent de le chercher. Voilà, c'est différent de vouloir l'être et de l'être. Il ne faut pas le chercher parce que effectivement, si vous le cherchez et si les gens savent que vous le cherchez, ça ne marchera pas. Mais vous pouvez y arriver par le respect et par vos compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a... Alors, aimer, c'est un bien grand mot, mais... Peut-être même plutôt apprécier. Voilà. J'ai employé le mot aimer, mais peut-être que ce n'est pas le bon verbe non plus. Oui, mais sans prétention, il faudrait peut-être demander à d'autres managers de chez Rani, mais sans prétention, je pense qu'aujourd'hui, il y a des managers qui pourraient dire que, oui, elle a amené au groupe et malgré ce qu'on pensait quand elle est arrivée. Je reste sur la thématique du leadership et de votre posture de dirigeante. Plus on monte, moins on doit montrer ses doutes, parce que sinon on inquiète tout le monde. Ça, c'est difficile. Je vous ai dit, c'est une surprise. Non, effectivement, il ne faut pas les montrer. Il ne faut pas les montrer, du moins au quotidien, il ne faut pas les montrer. Okay. Après, s'il y en a, il ne faut pas avoir peur de les exprimer, mais il faut amener la solution avec. C'est-à-dire... si la solution, elle venait de votre environnement, si la solution, elle venait de vos équipes, c'est-à-dire d'être en capacité, parce que je pense que c'est un des savoir-être aujourd'hui de managers et de dirigeants, vu la volatilité, la complexité du monde et de l'environnement, de dire je ne sais pas. Mais là, j'ai besoin de vous pour qu'on réfléchisse ensemble. Oui, c'est pour ça les doutes... les doutes, il faut pas que ça soit dans le quotidien, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas être un manager qui doute et que vos collaborateurs sentent que vous doutez à la moindre difficulté. Ça, c'est clair. Mais par contre, dans un contexte particulier, comme vous l'avez dit, qu'il soit économique ou propre à l'entreprise, de dire, voilà, là, on ne sait pas, mais voilà ce qu'on va mettre en œuvre. Nous, on pense que c'est ça, quand je dis nous, c'est la direction, et il faut que ça soit un échange, effectivement, parce que là, par contre, en période de doute, vous avez besoin des équipes, parce que seul, vous n'y arrivez pas. Cette fois-ci, j'arrive sur plutôt le côté entreprise familiale, transmission, évolution, et si je vous dis, on va prendre l'exemple de Rani, ce qui a marché pendant 90 ans ne marchera pas pour les 10 prochaines années. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Non, parce que ce qui a marché pendant 90 ans, c'est eux, c'est ce qui transpire de leur famille, de cette histoire. Qu'est-ce qui fait réussir ce groupe, d'après vous? Les personnes. Enfin, moi, quand je suis arrivée, ils faisaient déjà quand même 50 millions de chiffre d'affaires. Encore, c'est pas rien. Ils étaient un peu 70 personnes, 50 millions de chiffre d'affaires, 90 ans, et très peu d'outils au niveau, je parle à mon niveau, finance, RH, contrôle de gestion. Je me souviens de m'être fait la réflexion, mais comment ils ont fait pour en arriver là, avec si peu, entre guillemets, de moyens. Mais c'était mes moyens. En fait, c'était par rapport à mon référentiel. Et en fait, plus j'ai appris à les connaître,
Et plus ça m'a semblé évident, parce que dans la vie, je pense, j'ai quand même des valeurs qui disent le bien attire le bien. Enfin, quelqu'un d'honnête attire quelqu'un d'honnête. Et la réflexion aussi que je me suis faite quand je suis arrivée, c'est de dire, c'était vraiment la première fois où ce qu'on voyait de l'extérieur, sur LinkedIn, sur la presse, à l'intérieur, c'était pareil, c'était aligné. Il n'y avait pas de discordance entre le discours externe et le discours interne. Vous avez encore l'énergie pour une dernière ? Oui. Cette fois-ci, on va parler RH, culture managériale, génération. On a parlé de politique RH très rapidement, mais finalement, la politique RH, ce que j'entends aussi, c'est un luxe quand l'opérationnel déborde. Non. Non, c'est une fondation aussi pour moi. Elle est tout aussi importante pour moi que la stratégie. Parce que là, elle va vous donner un cadre. Et un cadre pour les hommes. Enfin, quand je dis les hommes, c'est les collaborateurs, donc les équipes. Et sans les équipes, on va nulle part. Donc c'est bien de se donner ce cadre. Alors après, il ne faut pas qu'il soit figé parce qu'il faut rester agile. Vous traitez l'humain, donc ce n'est pas parce qu'il y a une règle que vous ne pouvez pas y déroger quand vous traitez un sujet individuel. Mais au moins, ça donne ce cadre et au moins, vous avez pris le temps d'y réfléchir. Et rien que ça, d'y réfléchir et d'écrire, c'est pas mal. Céline, on aime finir l'émission toujours par un mot ou un repère, un élan, quelque chose qui peut inspirer notamment des managers en activité ou en début d'activité ou des managers en devenir. Quel serait le conseil que vous leur donneriez pour justement bien prendre leurs fonctions, aimer aussi leur métier ? On a vu ensemble que c'était un métier de manager. Quel serait votre conseil ? Il serait plutôt de se faire confiance, de se faire confiance et l'humilité aussi. Parce que quand on est humble, du coup, on ne va pas hésiter à se former si on sent qu'on a besoin de se former sur quelque chose. Donc c'est ça. En même temps, se faire confiance, mais connaître, être humble et savoir ses limites et avoir envie de les dépasser. Pour moi, le dépassement de soi et sortir de sa zone de confort, c'est très important aussi. Merci beaucoup, Céline, d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, j'étais ravi d'accueillir Céline en tant que première femme invitée de cette émission. Merci. Donc, on arrive à la fin et bien entendu, on compte sur vous pour nous aider et nous accompagner dans ce beau projet qui est Momentum, en n'oubliant pas de commenter, liker et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.